J'étudie l'opportunité d'acquérir un robot pour mes cultures. Est-ce que c'est utile? Car effectivement, on peut dire que nous sommes dans une situation où, après une phase de développement de ces robots sous forme de process de R&D, de prototypes, eh bien, nous arrivons maintenant à un début de maturité quant à ce qui concerne les robots en agriculture. Et on va voir si on peut considérer qu'on a déjà une offre opérationnelle de robots. Et c'est ce que l'on va voir avec nos trois intervenants. Cédric Séguineau, qui est le directeur du Grand Défi Robotique et de Robagri. Stéphane Chapuis, qui est le responsable agrodev de la FNCUMA. Bonjour Alain. Et puis également François Carpentier, qui est un éminent intervenant dans l'innovation dans une coopérative agricole. Qu'est-ce que les coopératives agricoles viennent faire dans la robotique? On va le savoir. Et donc, je vais commencer par Cédric Séguineau, qui a une petite présentation. Cédric est diplômé de Centrale Lyon, titulaire d'un docteur en mécanique. Il faut avoir des diplômes pour travailler dans la robotique. Doctorat en mécanique des matériaux. Cédric débute sa carrière comme responsable du département études et développement chez Thales LAS. Je suppose que c'est une division ou un département de Thales. Puis vient un passage chez Nayo en tant que directeur R&D avant de devenir directeur du Grand Défi Robotique et directeur de Robagri. Robagri, c'est une association créée en 2017 qui représente la filière de la robotique agricole française. L'association regroupe 85 membres, mais ça augmente peut-être tous les jours. À la fois des startups de la robotique, d'industriels du machinisme agricole, de l'électronique, des laboratoires publics et privés, de l'enseignement, de la recherche, des pôles de compétitivité, enfin bref, l'ensemble des structures qui gravitent autour de la robotique. L'objectif principal est de créer une dynamique collective pour innover toujours plus rapidement et répondre aux besoins des utilisateurs agriculteurs. Dans le cadre de France 2030, Robagri a été choisi par le gouvernement pour servir un peu de support à ce grand défi robotique qui fait partie des dispositifs d'accélération de la stratégie nationale. Dans les missions de ce grand défi, il s'agit d'assurer et de favoriser la diffusion de la robotique en agriculture. Donc, Cédric, sans revenir sur l'historique des prototypes des robots, tu n'as peut-être pas connu le Magali développé par l'INRAE dans les années 80, les robots de traite dans les années 90-2000. En se focalisant maintenant sur les robots plutôt de plein champ, de culture, qu'est-ce que tu peux nous dire précisément sur l'état du marché des robots opérationnels? Est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce que des agriculteurs peuvent en acheter? Quel est l'état de ce marché d'une manière générale? Bonjour à tous. Robagri, c'est 94 membres au dernier recensement. Donc cette année, on va fêter le passage du 100e, je pense. Donc, les robots, effectivement, pour la production végétale, il y a eu un développement, les premiers développements, il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on atteint un certain niveau de maturité pour des productions particulières et des opérations particulières. Notamment, les robots de plein champ les plus matures aujourd'hui, ce sont des robots de désherbage qui permettent de travailler principalement sur les cultures spé, maraîchage, viticulture. Et on commence à voir émerger aujourd'hui des produits, je parle bien de produits, sur la grande culture. Notamment, on a après les betteraves aussi sur lesquelles il y a des produits qui sont adaptés. La plupart du temps aujourd'hui, les produits les plus matures sont des produits de désherbage. Très concrètement, il y a en France plusieurs constructeurs, tout dépend des filières de production sur lesquelles on est, qui proposent à leur catalogue des produits matures qui sont déployables dans les champs avec des réseaux de concessionnaires, des distributeurs qui sont établis, qui sont formés et en capacité d'évaluer et d'apprécier la capacité à mettre un robot sur une parcelle. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est un équipement avec des nouvelles technologies. Il peut y avoir une complexité à déployer ce type d'équipement lorsque on n'a pas du tout d'idée en fait, de ce que c'est qu'un robot, qu'une machine qui va se déplacer tout seul. Il y a des impacts sur l'organisation du travail, l'organisation de la ferme. Donc c'est important effectivement d'être bien accompagné. Et le point positif, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, on peut dire qu'effectivement, il y a des robots disponibles sur le marché, il y a des distributeurs qui sont en place, qui sont formés,
et la capacité aujourd'hui d'acquérir des robots pour le désherbage. Mais ces robots disponibles sur le marché, ce sont des séries de 3-4 modèles, 10 modèles, 100 modèles, 1000 modèles, 10 000 modèles. L'ordre de grandeur aujourd'hui sur les robots les plus matures, c'est quelques centaines d'unités, ce qui est déjà suffisant aujourd'hui parce que les robots les plus avancés qui ont plusieurs saisons dans les pattes, c'est très important effectivement lorsqu'on parle machine de savoir qu'elles ont déjà tourné plusieurs milliers d'heures pour avoir quelque chose qui est fiable. Il n'y a rien de pire aujourd'hui lorsqu'on se décide d'acheter un robot que de se retrouver avec une machine qui tombe en panne tous les jours. Ça, c'était la réalité il y a quelques années. Aujourd'hui, on est passé au-delà. Alors, lorsqu'on parle de produits, ce sont bien des machines qui ont des taux de panne similaires à des agroéquipements plus conventionnels, qui nécessitent un accompagnement un petit peu expert sur certaines programmations, en particulier lorsqu'on apprend à utiliser les nouvelles tech. Mais ce sont bien des machines qui sont disponibles, qui ont été produites en plusieurs centaines d'unités. Et donc, on commence à avoir quelque chose aujourd'hui qui est répétable, industriel et qui suit un standard industriel, on va dire. Mais j'ai souvent entendu dire par des agriculteurs qui ont commencé à utiliser des robots ou bien des sociétés qui construisent et développent des robots que finalement, quand on a mis au point un robot, qu'on n'est plus à l'étape de la R&D et du prototypage, qu'on commence à être dans les pré-séries, finalement, il faut encore l'adapter, il faut encore le faire évoluer. Donc, un agriculteur qui achète un robot aujourd'hui, finalement, il est peut-être dépassé l'année suivante ou l'année d'après. Alors, aujourd'hui, la robotique, ce qui est intéressant, une des promesses de la robotique, au-delà du fait que la machine peut être en capacité de réaliser des opérations toute seule, c'est aussi des machines qui sont plus légères pour faire un travail équivalent d'un point de vue agronomique et de la modularité également. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête aujourd'hui, c'est qu'on arrive dans une phase où la machine, désormais, quand je dis que la machine est mature, ça veut dire que les bases roulantes qui sont disponibles, notamment pour le désherbage, sont des bases qui sont solides et qui vont rester là pour plusieurs années. On ne parle pas de quelque chose qui sera obsolète dans un an. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la modularité possible dessus et qu'il y a la capacité désormais d'envisager que cette base roulante, effectivement, dans 2 ans, dans 3 ans, il y aura des nouveaux effecteurs, des nouveaux capteurs qui vont permettre de faire plus d'opérations, plus d'actions en même temps et que ça va s'enrichir. Donc globalement, on est plus dans une approche désormais qui est itérative, c'est-à-dire qu'on est en capacité d'avoir une base solide qui fonctionne dans le champ, qui travaille pour l'instant sur le désherbage. Maintenant, on commence à voir apparaître de manière routinière, il y a beaucoup de machines qui proposent également du semis, qui proposent de faire des combos, désherbage semis, etc. Et on va dire, maintenant que la machine est fiable, on va voir une émergence, une multiplication des utilisations possibles. Parce que aussitôt, une fois qu'on s'est décollé de l'idée « ouais, j'ai un robot, donc qu'est-ce que c'est ?» Ok, ça se déplace tout seul, c'est important de comprendre comment je le programme, comment je le mets en œuvre dans le champ. Mais au-delà de ça, une fois que ça s'est en place, une fois qu'on a adopté le robot, on s'aperçoit de tout le potentiel que ça apporte. Et les idées fusent, que ce soit chez les utilisateurs, les distributeurs ou les constructeurs. Et donc l'idée de l'association, c'est aussi que tout ce monde-là discute entre eux et que rapidement, on arrive de l'idée qui émerge du terrain jusqu'à un produit disponible pour le rajouter, un add-on qui va se rajouter sur le robot. Donc, c'est difficile de dire c'est une technologie obsolète, etc. C'est pas ça. C'est la base est solide, elle est là. Et demain, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir rajouter de nouvelles fonctions dessus. Donc, ça veut dire qu'un agriculteur ou une ETA qui achète un robot, qui utilise un robot dans une configuration aujourd'hui, la saison suivante, il aura peut-être la possibilité d'avoir d'autres fonctions complémentaires. C'est du rétrofit de robots successifs? C'est pas du rétrofit. On va rajouter des fonctionnalités si on décide de dire, bah oui, ça a été efficace pour le désherbage, l'année prochaine, je vais tenter le semis aussi avec. Donc, on va acheter l'équipement qui se met derrière, exactement comme on peut acheter, ou même réutiliser, puisqu'il y en a, c'est des 3 points standards. Donc, on peut réutiliser également des modules conventionnels qui sont utilisés aujourd'hui derrière un tracteur. Dans les agroéquipements classiques, on sait la place que sont les industriels d'origine française, la place des industriels d'origine étrangère, et en particulier allemands ou italiens. Dans la robotique en agriculture, on a toujours une origine de conception française, ou est-ce que finalement il y a aussi beaucoup de conception en dehors de la France sur ces robots qui sont prêts à être utilisés sur le terrain? Alors on va faire un petit cocorico, mais c'est vrai que historiquement,
la France a un écosystème sur la partie robotique qui est très riche parce qu'on a eu beaucoup de laboratoires de recherche, des coopératives qui ont investi tôt également dans le potentiel de la robotique, beaucoup de startups qui se sont développées et les startups comme Naio Technologies, comme Vitibot d'il y a 10 ans, aujourd'hui, sont des acteurs établis. Donc, sur les produits vendus, aujourd'hui, les leaders, on peut dire qu'ils sont français en production végétale et on maintient un avantage. Et grâce à des actions comme le Grand Défi, on continue à consolider notre écosystème pour continuer à innover, continuer à proposer des choses qui servent les agriculteurs. La France reste bien positionnée aujourd'hui sur le sujet de la robotique pour les productions végétales. Attention, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Il y a de très très gros acteurs. Il y a des pays qui investissent lourdement également sur le sujet, notamment les Pays-Bas. L'Allemagne avec sa tradition agroéquipement. Donc c'est sûr qu'au sein de l'Europe, on a de la concurrence. Et après, dans le reste du monde, il y a d'autres écosystèmes comme les États-Unis, effectivement, où on peut voir rapidement émerger des acteurs conséquents, mais voilà, qui seront adaptés aussi à la réalité agronomique des systèmes culturaux américains. Et c'est pas la réalité qu'on a en France. Donc, c'est pas transposable immédiatement. Prendre un gros tracteur John Deere, lui couper la cabine et le lancer pleine balle dans un immense champ très standardisé, c'est peut-être un modèle qui est très adapté au terroir australien, moins au terroir français. Donc, c'est pas parce qu'il y a d'autres acteurs dans le monde qui développent de la robotique que c'est quelque chose qui, demain, viendra nous manger des parts en Europe. Mais ça veut dire que les robots qui sont sur le marché, qui sont opérationnels, c'est plutôt des modèles robots autonomes électriques ou bien le tracteur autonome historique qui va fonctionner tout seul? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique parce que je ne pense pas que ce soit le sujet, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui en Europe, le tracteur dépend d'une réglementation qui est spécifique. Et cette réglementation aujourd'hui rend plus difficile le déploiement de tracteurs autonomes à grande échelle. Quand on parle de tracteur autonome, c'est le tracteur équipé d'un kit pour qu'il conduise tout seul. Donc, c'est plus compliqué aujourd'hui pour le tracteur. Donc, ce sont les machines aujourd'hui spécialisées qui réalisent une fonction particulière qui sont disponibles sur le marché européen parce qu'elles dépendent du règlement machine qui, lui, est favorable à l'émergence de ces technologies. Si tu me dis qu'il y a un écosystème français sur la mise en marché de ces robots, est-ce que ces entreprises envisagent des marchés plus larges que la France et est-ce qu'ils commencent à imaginer de l'exportation de robots dans d'autres pays, des robots toujours, pas des prototypes, des robots qui fonctionnent et qui sont utilisables concrètement? Nécessairement. Aujourd'hui, les surfaces cultivées en France sont pas la quantité d'hectares n'est pas suffisante pour assurer une croissance d'un acteur pour qu'il atteigne même une taille intermédiaire. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que parfois on a des spécificités très régionales. Quand on parle du vignoble champenois ou dans le Bourgogne, ce sont des choses qui sont extrêmement particulières. Et finalement, le marché français représente d'un point de vue mondial déjà une grosse part. Par contre, quand on parle maraîchage, quand on parle grande culture, bien sûr, les robots qui sont fabriqués en France ont vocation très vite à aller sur le marché européen et sur le marché international. C'est à titre d'exemple, aujourd'hui, Naio Technologies fait des ventes et a fait des ventes aux États-Unis. Quels sont, selon toi, les facteurs clés de succès de la diffusion plus large de l'utilisation des robots concrètement? Donc, il y a un marché de produits opérationnels. Qu'est-ce qui fait que ça se diffuse bien, facilement, pas facilement? La diffusion, pour l'instant, n'est pas aussi rapide qu'on le souhaiterait parce qu'il y a eu toute une vague, là, pour ces 10 dernières années, d'agriculteurs technophiles, de coopératives qui ont perçu le potentiel et qui ont accompagné l'émergence de ces technos. On est encore aujourd'hui dans un schisme avant d'avoir quelque chose qui devient une pratique largement répandue. On fait, dans le cadre du Grand Défi, plusieurs sondages et des analyses. Et ce qu'on s'aperçoit, pour moi, l'élément le plus frappant, c'est que sur un InnovAgri, par exemple, devant 60 agriculteurs, on demande simplement qui parmi vous a déjà utilisé un robot? Personne ne lève la main. Qui parmi vous a déjà vu quelqu'un qui a utilisé un robot? J'en ai eu un qui a levé la main. Donc, tant qu'on est dans ces ratios-là, le robot reste de l'ordre du fantasme. C'est extrêmement compliqué de se projeter dans l'utilisation d'un outil qu'on ne connaît pas vraiment, où on ne sait pas ce que ça va apporter, ni ses atouts, ni ses contraintes.
Donc, tant qu'on est dans ce domaine-là du fantasme, entre guillemets, tant que les agriculteurs ne sont pas en capacité de toucher et de voir les robots dans leur applicatif sur leur territoire, ça sera extrêmement compliqué de rentrer dans une diffusion en masse. Donc là, l'enjeu aujourd'hui, le facteur clé de succès pour réussir à déployer cette technologie, c'est de faire en sorte que tout un chacun soit en capacité de voir un robot tourner dans des conditions qui sont proches de celles de son système culturel. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Aujourd'hui, les robots, on les achète sur la base d'une promesse constructeur. Ouais. Mais demain, ça serait bien qu'on puisse acheter un robot exactement comme on achète une moissonneuse-batteuse, c'est-à-dire sur la base d'un référentiel de test, sur la base d'une évaluation de performance, et que l'on sache précisément, quand on fait des carottes dans les landes, comment va se comporter le robot dans le sable. Donc ça, c'est un enjeu également de réussir à générer un ensemble de références qui permettra justement aux agriculteurs de choisir sur la base d'essais réalisés par des tiers de confiance. Voilà. Et donc, bon, je suppose qu'on pourra en reparler, mais on travaille du coup ensemble sur ce sujet-là. Et c'est extrêmement important. Donc, faire en sorte que chacun soit en capacité de voir un robot tourner et s'assurer que les robots ont été évalués dans les systèmes culturaux qui sont la réalité de nos agriculteurs aujourd'hui, quoi, et pas sur un truc stéréotypé et standardisé. Si je reviens au grand défi robotique, alors quelles actions concrètes le grand défi robotique engage pour assurer l'accélération de la diffusion des robots sur le terrain? Donc là, on parle bien des robots qui sont déjà disponibles sur le marché. Tout à fait. Donc ce sont des actions de développement. Donc on essaye surtout de se positionner en tour de contrôle. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les organismes traditionnels du développement agricole, les chambres d'agriculture, les coopératives, les CUMA, dès que le mot robotique apparaît dans les feuilles de route, aient le réflexe de se rapprocher du grand défi de manière à ce que l'on coordonne les activités. On est là pour créer des effets de levier. Et notamment, lorsqu'il y a des initiatives régionales, qu'on soit en capacité, avec ce relais national, de créer un porte-voix, un amplificateur. Donc concrètement, ça peut être abondé en euros sur des actions de foires, expos, des trucs comme ça, mais ça peut aussi être déléguer des experts, venir avec du contenu pédagogique, des ateliers, pour venir sur les territoires animés, accompagner. Donc des actions de dissémination, on va essayer d'amplifier des initiatives portées par les acteurs traditionnels, former également, c'est un autre point extrêmement important que je n'ai pas abordé dans les facteurs de succès, mais aujourd'hui on a besoin, pour déployer cette techno, on a besoin de techniciens de maintenance, on a besoin de distributeurs qui soient formés, on a besoin de tout un écosystème de compétences qui sont aujourd'hui, on n'a pas assez de monde. Donc c'est un secteur dans lequel on a besoin de recruter, on a besoin de former des personnes et on a besoin de former les agriculteurs. Donc là, le grand défi, concrètement, accompagne les initiatives régionales, les autres projets qui touchent à la robotique, on les met en coordination les uns avec les autres et on va également réfléchir sur le référentiel métier, les formations de demain. On accompagne les instituts agro, on accompagne les instituts de formation pour qu'il y ait la robotique, au même titre que les autres nouvelles technologies, soit bien représentée et que l'on soit en capacité d'attirer du monde et d'attirer des talents. C'est un truc extrêmement important pour l'association aujourd'hui de travailler sur ce volet formation. Donc, ce sont des exemples parmi d'autres, on en fait d'autres. Mais voilà, ces sujets-là sont assez emblématiques finalement de ce que l'on fait. Un point important, par exemple, très concrètement, on est en train de construire un projet qui est financé par France 2030 dans le cadre du Grand Défi, qui va viser à qu'on soit en capacité d'apporter une aide directe aux agriculteurs pour qu'ils puissent tester sur leur exploitation un robot pendant quelques semaines. L'objectif, c'est que cette aide directe permette de couvrir les frais d'assurance, de transport, de formation, d'accompagnement, tout ce qui permet en fait de concrètement toucher, manipuler le robot. La contrepartie, et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que toutes les références et toutes les données qui vont être collectées, on va les récupérer et venir alimenter comme ça ce référentiel national qui permettra à chacun après de se projeter. Donc c'est une démarche très horizontale que l'on veut lancer qui nous permet très rapidement de générer les données nécessaires pour que chaque agriculteur puisse se projeter dans l'utilisation d'un robot. Parfait, merci Cédric. Mais maintenant, je vais passer la parole à Stéphane Chapuis, qui est le spécialiste dans les CUMA depuis toujours. Stéphane est titulaire d'une licence professionnelle en gestion des entreprises d'agroéquipement. Et il a exercé depuis au sein du monde des CUMA,
Maintenant, il est responsable du service agro-dev de la FNCUMA. Beaucoup connaissent son engagement dans toutes ces nouvelles technologies. Les CUMA sont sûrement un des acteurs à l'interface entre les industriels, les agriculteurs, et qui conçoivent des agroéquipements, en particulier des robots. D'une façon plus large, Stéphane, quelle analyse fais-tu du côté des agriculteurs, des utilisateurs, des CUMA sur l'offre de robots agricoles opérationnels? Ceux qui fonctionnent, les robots qui fonctionnent, pas les prototypes, hein, pas les essais. Est-ce que c'est vraiment un marché qui existe, qui est ouvert ou pas? Alors, juste avant de répondre à la question, je vais faire préciser un tout petit point. Je suis peut-être un modeste référent technique du réseau CUMA, mais pas depuis leur origine. On a 80 ans cette année. Je n'ai pas tout à fait 80 ans encore. Donc, ça fait quelques années que je vadrouille dans ce milieu, effectivement. Deuxième chose, je suis très à l'aise. Je suis entre une coopérative et les porteurs d'Eurobagri et du Grand Défi, auquel on adhère, et pour une action qu'on pilote, c'est-à-dire l'atterrissage des robots dans les exploitations. Pour la question de la maturité et la complétude de l'offre. On n'y est pas encore, en fait, pour pas faire de détour. On n'a pas encore une offre qui couvre de manière opérationnelle, complète et de manière déployée, avec une capacité d'intervention en service, et je dis bien en continuité de service, donc maintenance préventive, corrective, etc. L'offre est en voie de maturation, mais on ne peut pas parler de maturité complète et exhaustive. On n'a pas forcément de repères complets non plus sur la réalité de la promesse. C'est-à-dire tout ce qu'a dit Cédric avant, c'est l'objectif de mesurer la réalité de la promesse agronomique, la réalité des contraintes organisationnelles, du temps de travail, la réalité, exemple très concret de ce qu'est un arpentage, parce que la première année, il y a un coût d'implantation de la robotique, il faut arpenter toutes ces parcelles et c'est chronophage. La réalité de l'astreinte, voilà, on peut transposer ce que des éleveurs laitiers ont vécu à l'arrivée de la robotique agricole. Et oui, un robot, si on le fait tourner la nuit, il peut vous appeler. Et donc, c'est d'autres formes d'organisation du travail. Donc, on n'est pas encore à une offre qui couvre tout. Et en même temps, il y a une espèce de confusion dans la filière sur ce qu'est un robot. Ça a été plutôt bien expliqué. Un robot, c'est une base mécanique, mécano-soudée, on lui a mis un moteur, on le fait avancer. Ça va vivre longtemps. Et dessus, on met des technologies pour se promener dans un milieu qui est ouvert et qui, étant ouvert, est par définition changeant. Il y a un trou, il y a une bosse, ça va être pentu, il va y avoir de la pluie, c'est glissant. Tout ça, c'est à intégrer en termes d'intelligence. Et ça, dans les robots, ça va évoluer. Mais le robot, c'est un vecteur, en fait. Un robot, il désherbe pas par principe. Un robot, c'est une base mobile qui se promène en autonomie dans un milieu ouvert qui s'appelle un champ. Maintenant, on va lui mettre des choses dessus. Et on en est un petit peu au même point que ce que j'ai connu il y a une dizaine d'années sur le drone. Le drone allait révolutionner l'agriculture. Mais un drone, c'est une aile qui vole. En fait, ce qui est malin dans le drone, c'est le capteur qu'on va mettre en dessous, l'intelligence qu'on va mettre en face, le modèle agronomique qui sait vous traduire un NDVI en nutrition azotée, etc. Le robot en tant que tel est un moyen de déplacer un outil ou une technologie, oui, de désherbage mécanique, mais à la limite, si on sait reconnaître quelle est la mauvaise herbe, où elle est à un stade jeune, en fait, on lui enverra de la chimie, de la thermie, un marteau-pilon s'il faut. En fait, on s'en fout, on trouvera un moyen de s'en débarrasser. La question est, il y en a même deux dans la robotique, la question de la réalité, de la capacité robotique à pallier à une question de main-d'œuvre. Voilà, on ne trouve pas la main-d'œuvre, le marché est trop rare. Elle n'existe pas, cette main-d'œuvre. Donc, en fait, on peut se battre pour se la piquer les uns les autres, ETA, CUMA, concessionnaire, COP, mais en fait, le gisement n'est pas là. Donc, le robot apporte une forme de réponse là-dessus. Et on a une question de la remécanisation de certaines pratiques qui ne l'étaient pas. Et là, par contre, le désherbage mécanique rentre complètement dans ce champ-là. On passe d'une intervention chimique à mécanique, il faut répéter les interventions à une certaine fréquence, et donc c'est chronophage. Peu importe qu'on prenne du grand matériel ou pas, il y a une question de temps. Mais les deux sont couplés. Donc voilà, quelques reprécisions sur ne partons pas du principe que le robot est électrique. Ça, c'est un autre débat. Son unité de puissance, elle est thermique aujourd'hui, elle sera électrique demain, elle sera à l'hydrogène, elle sera autre chose. Mais on aura le même débat sur le véhicule routier ou les tracteurs, parce que je reste convaincu que la robotique arrivera en complément d'une mécanisation qui, elle, ne va pas s'éteindre. Les flux logistiques entrants et sortants, un robot, ça peut arracher la betterave et la poser en bout de champ, mais ça n'emmènera pas à la sucrerie. Donc on aura bien des chaînes de mécanisation complémentaires avec une fraction robotique.
où l'offre n'est pas encore en complète maturité. Il y a des offres sérieuses, il y a des offres opérationnelles, mais on ne peut pas dire qu'on soit prêt pour des agriculteurs qui seraient dans la salle. Je ne peux pas vous délivrer, moi, un conseil objectif sur quel robot choisir pour quelle problématique donner parce qu'on est encore un peu léger. Mais ça arrive. Alors, je comprends que ton avis, c'est que le marché est là, mais qu'il n'est pas totalement couvert sur les usages. Mais si je me mets à la place d'un agriculteur qui dit, bon, il commence à y avoir des robots opérationnels, quels sont les principaux freins à l'utilisation d'un robot pour un agriculteur? Est-ce que ça coûte trop cher si je lis la documentation? Est-ce que c'est un frein psychologique? Est-ce que c'est un frein de compréhension? Comment tu vois les freins du côté de l'agriculteur? Alors, j'enlève le dernier. Je pense que les agriculteurs sont extrêmement malins et je fais extrêmement confiance en leur pragmatisme. C'est-à-dire, est-ce que, en fait, la question, c'est est-ce que le robot fait mieux que ma solution actuelle ou que mes plans B? Et c'est comme ça que réfléchit un chef d'entreprise. Il va positionner une variante de façon de travailler par rapport à sa pratique de base. Et ce n'est pas une question de compréhension. Enfin, on a quand même des agriculteurs formés qui réfléchissent, qui savent calculer. C'est les chefs d'entreprise. Ils ont pour certains une curiosité technologique. Et clairement, quand on discute avec eux, on n'a pas besoin de remonter aux fondamentaux de la mécanique ou du guidage. Ça fait Ils ont compris. Ils ont compris ce que c'est. Okay. Et ils attendent de voir ce que ça fait. C'est-à-dire que si je le dis de manière très claire, ils attendent de voir comment ça se positionne dans un itinéraire technique, par exemple. À quel point c'est réellement polyvalent. Parce que quand vous avez quelqu'un qui vient vous présenter un robot, mais c'est la même chose pour n'importe quel produit, il vous dit que son produit est formidable et qu'il sait tout faire. Et en fait, vous avez en face de vous quelqu'un qui est là pour le commercialiser, le promouvoir, etc. Et l'une des réponses qu'on n'a pas complètement, c'est la capacité des robots à être utilisés de manière polyvalente sur différentes interventions culturelles, ou alors, et c'est un choix plutôt de modèle de déploiement de la robotique, et c'est une question qui serait à ouvrir avec l'intervenant suivant aussi, peut-être qu'en fait le robot il n'est pas dans l'exploitation. C'est-à-dire que ce que veut l'agriculteur, c'est un désherbage mécanique. Est-ce que le fait que ce soit un robot ou un humain sur un tracteur de 120 chevaux avec une bineuse 8 rangs, est-ce que ça change quelque chose pour lui fondamentalement? Donc c'est un modèle de travail sur l'exploitation agricole qui est en train de changer. Oui, moi quand je suis arrivé à la gare ce matin, j'ai voulu me déplacer à Porte de Versailles, que ce soit un taxi ou un Uber, ça m'emmène au même endroit. J'ai pris un transport en commun. En fait, c'est une fonction. La fonction de transport, j'ai fait un choix, j'avais différentes alternatives. Il faut positionner le robot dans cet angle-là. À quelle fonction il répond? Pas tellement la technologie qui recourt, est-ce qu'il tourne à l'IA ou pas? En fait, si l'IA permet de, pourquoi pas? Mais on n'est pas technophile ou technophobe. Et même si ça vaut plus cher, ou je vais rechercher à ce que ça vaille moins cher à la fonction, à l'usage que je faisais avant? Si on l'intègre dans une chaîne de valeur où on raisonne par l'usage, il n'y a pas tant de questions sur le prix parce que le prix aujourd'hui est assez flou, il est incertain. On est sur plutôt des modèles de pré-série. Il va y avoir aussi à intégrer ce côté upgrade, donc mise à jour technologique périodique, qui se connaît dans l'industrie. Donc ça veut dire que si je mets 100 tout de suite, il faut que je prévoie déjà de remettre 15, 20 de plus dans quelques années pour le remettre à jour. Donc les modèles éco ne sont pas tant de problème. C'est dans une situation d'usage intensif, et c'est pour ça qu'on pense que les CUMA ont une place à prendre, ou du moins on doit se poser la question, c'est notre travail. Il y a une question de l'atterrissage économique des solutions robotisées. Et je vous dis, on n'a pas complètement les références, et on est friand, nous, de références un peu massives dans le réseau CUMA, parce qu'on va avoir un cas d'usage. Oui, le cas exceptionnel de la personne qui a mis ce robot-là dans cette condition-là, lui a permis d'être plus rentable. Ok, mais il part de quelle base? Est-ce qu'elle est représentative? Est-ce qu'elle est transposable? Est-ce que c'est répétable? Voilà, on n'aime pas trop ça quand c'est des cas trop particuliers. D'accord. Dans le schéma classique des agroéquipements, entre le constructeur de machines, alors le constructeur de robots, qu'il soit start-up, grosse entreprise, ETI, peu importe, et puis l'agriculteur, il y a tout un ensemble d'acteurs. Il y a les concessionnaires, il y a les entreprises de travaux agricoles, il y a les CUMA. Comment la diffusion des robots va s'inscrire dans ces schémas ou va disrupter ou modifier ces différents schémas entre le constructeur et l'agriculteur, utilisateur de robots? C'est une question que je pose à chacun des roboticiens que je rencontre. C'est quoi votre modèle de déploiement? Comment il arrive dans la ferme? Et en fait, vous avez deux réponses, et je ne sais pas vous dire de quel côté va pencher la balance,
vous avez des réponses de gens qui sont implantés aujourd'hui plutôt dans la mécanique agricole, le machinisme ou même le milieu du transport et qui vous disent, bah voilà, on va former nos distributeurs locaux à vendre ces solutions, à les entretenir, on fera de l'appui, il y aura une hotline et en tout, il y aura un client qui s'appellera Cuma, ETA ou agriculteur et on va lui vendre ou lui louer. Le schéma qu'on connaît sur la machine agricole. Et puis, vous avez des gens qui viennent purement de la tech, qui finalement nous questionnent plus sur l'objectivation du besoin agricole, la connaissance des fonctionnements agronomiques, et qui vous disent, bah, en fait, si la valeur qu'attend mon client, c'est un service rendu Racine, je vais me projeter sur un modèle de diffusion qui est celui-là. Et donc, je vais soit, ce qui est un peu audacieux, tout gérer moi-même, tous les métiers, déployer, diffuser, financer, entretenir, conduire, faire le SAV, aller le voir la nuit quand il sonne, et d'autres qui vont faire plutôt des stratégies d'alliance, je pense, avec des acteurs dont les CUMA et les ETA feront partie, mais même avec des agriculteurs qui pourraient s'intéresser à ces sujets-là, et qui vont avoir une logique de propriété et de gestion du flux financier, de la captive financière, et qui vont s'appuyer sur des relais locaux pour mettre en œuvre et réparer. Donc dans les deux cas, il y a quand même des échelons intermédiaires. J'ai rencontré des roboticiens qui m'expliquaient vouloir tout gérer de A à Z. Bon, ok, vous êtes 5, dont 4 ingés qui font de la conception R&D et du code. Comment vous allez dépanner un robot à l'autre bout de la France, quoi? Et lui, il n'a peut-être pas un robot qui est prêt à le mettre sur le marché, quand même. Alors voilà, il était Je ne sais pas. mais il se projetait dans des modèles économiques qui étaient ceux-là, qui me semblent un peu idylliques. Mais pour moi, deux chemins. Celui qu'on connaît avec une très forte adaptation, une nécessité d'adaptation des échelons intermédiaires dans les CUMA, parce que programmer un robot, même s'il y a de gros efforts qui sont faits sur l'ergonomie, ça a beaucoup bougé de ce côté-là, mais il faut quand même avoir quelques bases. Arpentage, mise en œuvre, c'est de l'électrotechnique, c'est pas forcément ce qu'on connaît beaucoup dans les ateliers. Et puis un format un petit peu différent qui est le pilotage par le fournisseur de solutions robotiques, avec des stratégies d'alliance locales. Et je pense que les deux voies, pour encore 5-6 ans, là, vont se tirer la bourre. D'accord. Oui, Cédric, je t'en prie. Je ne pense pas qu'il y aura une réponse universelle qui va sortir de ça. Ça va beaucoup dépendre en fait des territoires, de la densité des exploitations, de la taille du parcellaire et de l'organisation historique des CUMA, etc. Donc en fait, il n'y aura pas de réponse universelle. Les deux modèles vont certainement coexister assez longtemps. Ouais, puis c'est déjà le cas en fait entre des robots polyvalents. Alors je le prends en exemple, mais peu importe, Agexid qui a un 3 points à l'arrière, on peut y accrocher finalement les petits outils actuels de l'exploitation, et un Vitirover qui sait faire une chose, c'est-à-dire couper de l'herbe, mais n'importe où, en bord de chemin de fer pour la SNCF, C'est pas la même chose. pour un agriculteur. Bah évidemment, ces deux modèles-là vont Tout à avoir fait. un modèle de distrib complètement différent. Alors, justement, dans ce schéma entre le constructeur et l'agriculteur, on ne s'attend pas à avoir une coopérative agricole. Alors, c'est pour ça que je voulais avoir le témoignage de François. François Carpentier, en fait, il est titulaire d'un master en management des entreprises. Il a débuté sa carrière dans l'activité de transport. Mais rapidement, c'est la coopération agricole qui l'attire et il entre dans différentes structures. Il occupe différentes fonctions avec en ligne de mire l'innovation. Il est désormais le responsable innovation et agroéquipement au sein de la coopérative Ceresia, qui est dans le nord-est de la France, on va dire. Et c'est une caractéristique particulière de Ceresia parce qu'elle s'est intéressée activement à ces questions. Deux faits qui sont des faits simplement sans jugement de valeur, mais le François Carpentier, il a été pendant longtemps administrateur de Robagri en tant que coopérative agricole. Et la coopérative agricole, elle a même investi, elle a mis de l'argent dans une société qui fabrique des robots. Et pourtant, on n'attend pas une coopérative agricole dans ce milieu-là, d'autant plus que cette coopérative, comme d'autres l'ont, mais n'a pas de filiale de distribution classique d'agroéquipement. Alors, François, une première question. Pourquoi ? Quels ont été les objectifs d'une coopérative agricole pour vous engager dans la diffusion des robots agricoles, surtout comme un groupe comme le vôtre ? Alors, bonjour à toutes et tous. C'est assez compliqué de répondre clairement à cette question. En fait, chez Ceresia, on est une coopérative un peu disruptive dans le monde des coopératives agricoles traditionnelles, j'allais dire. On a commencé, juste pour faire un peu d'histoire, on a commencé avec Precisio, donc
le guidage RTK. Et ça fait, enfin, ma collègue qui est là et qui me le rappelait tout à l'heure, ça fait pratiquement 15 ans qu'on s'est lancé dans le RTK. Donc, on m'a déjà posé cette même question. Pourquoi vous lancez dans le RTK alors que vous êtes une coopérative agricole? En fait, tout simplement parce qu'on est dans notre rôle en tant que coopérative, tout autant qu'une CUMA est dans son rôle, c'est qu'on est là pour rendre un service à l'agriculteur, apporter des réponses à des questions d'agriculteurs. Donc la coopérative, c'est le bras armé de l'agriculteur. Et donc, pour nous, ça va de soi qu'une coopérative comme la nôtre doit s'engager dans des nouvelles voies, dans les nouvelles voies qui se présentent à elle. Et c'est aussi pour ça on a voulu adhérer à Robagri dès le début, par ton intermédiaire, Alain, à l'époque. Hein, ça se passait à Dijon. Hein. Et donc, voilà, pour nous, ça allait de soi. Donc, peut-être pas le cas de toutes les coopératives, mais en tout cas, nous, c'est notre ADN, c'est d'être dans le coup, peut-être pas dans le coup d'avance, mais au moins de faire partie du peloton de tête dans toutes ces innovations. Et la participation dans une société de robotique en agriculture? Alors, vous avez mis de l'argent. Tout à fait. C'est parce qu'on avait un besoin particulier. On voit poindre un besoin particulier. Alors clairement, c'est dans une société qui fait un robot désherbeur, qui est à un niveau, j'allais dire, intermédiaire entre le prototype et le robot de mise en marché. Mais je reviens à ce que disait Stéphane. Le robot, c'est un vecteur, c'est un porteur, tout comme le drone, Donc là, on travaille surtout avec cette société-là pour développer les outils qui vont aller sous le robot pour désherber. Alors, clairement, là, c'est pour désherber la betterave. Mais ils travaillent avec d'autres pour désherber le colza, pour désherber tout. Voilà. Donc, c'est notre boulot, mais parce qu'il y a une suite, il y a d'autres choses derrière. Demain, c'est peut-être l'arrêt des phytos, la disparition des molécules. Donc, il faut toujours être dans ce coup d'avance pour pouvoir anticiper la législation qui va arriver, quoi. Donc, peut-être qu'on ne fera pas tout, mais aujourd'hui, je reviens aussi avec tout ce qui a été dit. J'adhère à tout ce qui a été dit, forcément. Mais le robot, moi, je le vois comme multi-usage. On parlait de désherbage mécanique, mais plus on avance, plus on se dit, en même temps, tu passes tout près de ta betterave, mets un peu de chimie, parce que tu ne vas pas aller pile poil sur le collier de la betterave. Donc, mets-lui un petit coup de chimie pour aller jusqu'au bout. On discutait, on a créé un petit consortium autour de cet outil betteravier, par exemple, avec les sucriers français, hein, bien sûr, et quelques autres coopératives pour essayer de définir un cahier des charges. Et en même temps, on nous dit, il y a le puceron pour la jaunisse. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller mettre une buse et puis au moment où... Donc le fabricant de robots dit, ouais, on peut tout faire. On peut tout faire, mais allons chercher des moyens. Donc c'est aussi avec des consortiums, des choses qui vont faire avancer les choses. Et puis avec Robagri, puisque Robagri, c'est aussi là où on va aller chercher de l'aide pour aller au bout de cette robotique. Tu veux rajouter quelque chose, Cédric? Ouais, c'est effectivement, à l'association, et même dans le cadre du grand défi, le robot n'est pas la finalité. On est vraiment dans la logique de dire, OK, comment est-ce qu'on veut faire évoluer les pratiques? Comment est-ce qu'on veut mettre en place quelque chose de durable, de soutenable? Et le robot devient finalement effectivement l'outil, une réponse parmi d'autres, hein, comme le biocontrôle, comme plein d'autres trucs. Et ce qui est important, c'est qu'effectivement, quand on dit je peux tout faire, c'est parce qu'il y a un potentiel derrière. C'est une réalité, c'est hardware, il y a un temps de développement, il y a un temps de cycle. Donc c'est super important qu'on soit en capacité d'aller vite, là où on peut aller vite, et de prendre le temps de développer lorsqu'on a besoin, et d'expérimenter au champ. Voilà. Donc effectivement, je suis 100% d'accord, et c'est le sens de Robagri aussi, d'être en capacité de faire en sorte que les usages soient confrontés aux roboticiens. Et Stéphane, tu veux rajouter? François a pointé quelque chose de très important que j'avais complètement zappé, c'est les stratégies d'alliance. C'est-à-dire que le roboticien qui sait nous faire une plateforme mobile qui se débrouille en tout temps avec de la pente, du caillou et du sable, c'est super. Mais en fait, le savoir-faire agronomique qui va en dessous, l'adaptation de l'outil à de la betterave semée à un écartement qui est peut-être à faire bouger dans le temps, ou la combinaison mécanique-chimique. J'ai vu beaucoup de boîtes de robotique essayer d'aller là-dessus.
Et je pense qu'elle se plante complètement. Parce qu'en fait, il y a un savoir-faire agronomique et de traduction de place de la machine dans cet itinéraire agronomique qui est déjà là. Et peut-être qu'eux font peut-être de temps en temps quelques erreurs sur leur stratégie d'alliance, ou du moins, peut-être que les acteurs agricoles ne sont pas toujours non plus assez ouverts pour faire des stratégies d'alliance comme vous l'avez fait. C'est-à-dire que c'est à la fois visionnaire sur le fait de s'intéresser à la robotique comme vecteur, mais aussi de s'ouvrir en termes de stratégie d'alliance. C'est-à-dire que là, vous auriez pu dire, maintenant, nous, on rachète complètement un roboticien, on internalise et on veut tout maîtriser nous-mêmes. Et vous n'avez pas fait ce choix-là. C'est pas du tout. Enfin, c'était pas du tout l'idée. Ce sera, j'espère, jamais l'idée parce que il faut surtout essayer de gérer le monde des ingénieurs. Il faut. Tu as raison. Le monde de l'agronomie. Tout à fait. Et à côté de ça, tout à l'heure, on a parlé. Alors, Stéphane a parlé de plusieurs modèles, enfin de 2 modèles en fait. Mais moi, je remets pas en cause, mais j'allonge ça à une multitude de modèles. Sûrement, oui. Enfin, pour moi, il y a plein de modèles existants. À nous de les inventer. Et l'Écuma, et Robagri, et tous les gens de bonne volonté, je pense qu'il y a plein de modèles qui vont exister demain. Mais alors, justement, pour une coopérative agricole, un groupe coopératif agricole les coopératives que je connais bien historiquement, qui est une société coopérative agricole qui a des associés coopérateurs qui sont membres de cette coopérative, qui a pris la décision? D'où est venue l'initiative? Est-ce qu'elle est venue de la gouvernance de Ceresia? Est-ce qu'elle est venue par rapport à une vision que la gouvernance d'un groupe coopératif peut avoir? Est-ce qu'elle est venue d'une demande, d'une sollicitation? Est-ce que ce sont les associés coopérateurs de base qui vous ont dit « mais on a des problèmes dans ce domaine-là, essayez de nous trouver des solutions » ou un mélange des deux? Comment une telle décision dans un groupe coopératif est-elle prise? Alors, la première réponse toute simple, c'est que tu connais bien le monde des coopératives, donc c'est forcément la gouvernance qui nous a laissé y aller, qui nous a même un petit peu poussé à y aller. Ceresia, Ceres, donc c'est la déesse des céréales, entre autres, et IA, Innovation Agricole. Donc, c'est dans notre ADN, en fait. C'est dans l'ADN de Ceresia, et c'est aussi et les adhérents directement et les administrateurs qui nous ont poussés à aller toujours plus loin et à aller chercher l'innovation et le côté disruptif. Alors depuis les gens que tu as connus chez nous, les différents directeurs qui sont passés, on a toujours été dans ce mouvement-là. Donc pour nous, c'est naturel. Alors après, il faut savoir s'arrêter et puis savoir dire on va par là ou on va par là. Mais en tout cas, nous, en tant que salariés de la COP, on se doit d'aller faire des propositions, de remonter les propositions, mais aussi en travaillant avec des commissions. On travaille en commission chez nous avec une commission machinisme ou une commission développement ou justement innovation. Et on se voit 2 fois par an. Et 2 fois par an, y a des agriculteurs qui disent tiens, moi j'ai vu tourner un robot, moi j'ai vu ça. Et nous, on emmagasine ça et on va travailler derrière. C'est ça qui donne l'essence à notre travail. Et on va travailler derrière et on revient vers eux en disant voilà, on peut faire ça, on peut faire. Il y a cette solution-là. Est-ce que on est un filtre en fait, le premier filtre pour passer à l'adoption derrière. Merci. Si, avant de passer au Café des Agris, où on aura des témoignages d'une agricultrice qui utilise des robots, d'une ETA qui utilise des robots, d'un concessionnaire qui vend des robots, si je vous demandais un peu un message, le mot de la fin pour un conseil pour accélérer la diffusion de l'utilisation des robots sur le terrain, qu'est-ce que vous diriez? Cédric, tu peux commencer? Alors, un conseil général, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un signe qui ne te trompe pas. C'est que François a été un leader en intégrant Robagri il y a plusieurs années et qu'aujourd'hui, on a une filiale de Terrena, on a Ferme Leader d'Invivo, on a Val France et énormément d'autres coopératives qui sont en train de rejoindre Robagri.
Donc pour moi, ça veut dire que là, actuellement, on est désormais dans la phase dans laquelle on teste dans le champ quelque chose de fiable et robuste, puisqu'effectivement, on a eu le pionnier, on a eu l'early adopter, et maintenant, au travers des coopératives, on voit les gros qui commencent à arriver et qui exploitent le potentiel de ces technologies. Donc, si je devais faire un conseil, c'est continuons à évaluer des technos et faisons bien la distinction entre ce qui relève du produit et ce qui relève de la promesse. Ce sont deux choses différentes et il ne faut pas confondre lorsqu'on teste un prototype. On peut être déçu, on peut être frustré, mais ça reste un prototype, c'est là pour ça. Quand on est sur un produit, les attentes sont différentes et pour le coup, les performances sont différentes. Donc, quand vous évaluez des technos robotiques, allez-y. Il faut tester, il faut évaluer, il faut faire connaître ces technologies-là, mais surtout, sachez bien faire la distinction entre le produit et le proto. Merci. Stéphane? Je vais être un peu redondant et pour le résumer, je vais dire laissez-les jouer. En fait, je trouve qu'on laisse pas assez, on donne pas assez un cadre facilitant à l'agriculteur pour qu'il le teste. Mais par contre, quand je dis laissez-les jouer, c'est enlever les 6 ingés qui vont suivre derrière, enlever les 3 techniciens qui vont vérifier que tout est bien paramétré. Laissez l'agriculteur en situation d'utiliser un robot chez lui. Il va vous dire ce qu'il en pense. C'est-à-dire que le meilleur moyen, et je pense qu'on s'intéresse trop à la techno, du guidage, de machin, de la transmission des données. Non, en fait, la vraie question, c'est est-ce que quand il l'a dans les mains et qu'il n'y a personne autour, est-ce qu'il s'y retrouve en termes d'ergonomie? Est-ce qu'il est prêt à réellement le laisser travailler? Est-ce qu'il est prêt à ne plus le regarder? Et ça, il y a une vraie question. Et c'est ce qu'on cherche à bosser dans le grand défi. Mais moi, plus que le référentiel des technos et est-ce qu'il est guidé par un leader ou un RTK, oui, je m'en fous un peu, quoi. Ce que je veux voir, c'est laissons-les dans les mains des agriculteurs et ils vont nous dire ce qui leur va pas. Merci. Et toi, François? Continuons à travailler ensemble. C'est pas une obligation, mais c'est quand même mieux si les coopératives, enfin tous les opérateurs du monde agricole mettent la main avec Robagri pour faire évoluer les choses plus vite, quoi. On n'est pas loin du point de bascule, mais il faut que tous les acteurs s'y mettent, quoi. Merci à vous tous les trois. Merci à Cédric, merci à Stéphane, merci à François.